Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. On va parler de votre programme durant cette émission, mais je vais aussi vous demander votre première réaction après le meeting de Nicolas Sarkozy aujourd'hui à Villepinte. Il a beaucoup parlé de l'Europe, on y reviendra tout à l'heure parce que vous-même dans votre programme vous en parlez beaucoup. Il a dit, Nicolas Sarkozy, nous n'avons pas peur parce que nous nous sentons forts, et il a lancé une sorte de défi à ses adversaires. Je vous propose de l'écouter. Je vais être critiqué, je vais être attaqué, mais je m'en moque parce que j'ai dit la vérité, parce que c'est ma conviction, parce que c'est ce que chacun de vous pense au fond de soi, sans oser le dire. Il est temps de dire les choses telles qu'elles sont pour rendre la parole politique crédible dans notre pays. Il a marqué des points aujourd'hui ? Non, parce qu'il n'y a qu'un malheur, c'est que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain avec Nicolas Sarkozy. C'est tout le problème du choix que les Français vont avoir à faire. Il est très symbolique, Nicolas Sarkozy, d'une dérive, je crois, que vit notre pays, qui pense qu'il peut continuer à avancer en faisant fi des valeurs traditionnelles, des valeurs morales, qui sont les nôtres, la droiture, l'honnêteté. C'est un homme qui change d'avis en fonction des sondages. On le voit d'ailleurs, c'est très révélateur. Sur le halal, il considérait que ça n'avait aucun sens. Et puis, il y a eu un sondage disant que c'était une préoccupation importante chez les Français. Donc, il a fini par dire que c'était quelque chose de très important. Il vient aujourd'hui vendre la nécessité de jouer le bras de fer avec l'Europe, alors qu'il a en toutes circonstances renforcé l'Europe pendant son quinquennat, tout simplement parce qu'il y a un sondage Ipsos qui vient de dire que les Français veulent un renforcement des pouvoirs au niveau national au détriment de l'Union européenne. Donc, ses convictions à lui, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est vrai que ce sera le choix, parce que des promesses, ils vont en entendre plein, les Français. La vraie question, c'est qu'ils doivent se poser, et la vraie affirmation que je voudrais leur faire ce soir, c'est qu'un homme veut les moyens qu'il mette en œuvre. Et si les moyens qu'il met en œuvre relèvent de l'électoralisme, relèvent du mensonge, c'est que cet homme ne mérite pas leur confiance. Donc ça n'est pas tant le but atteint qui est important, encore une fois, que les moyens qui sont mis en œuvre pour y parvenir. Alors on verra, mensonge, le mot est fort, on verra tout à l'heure, puisqu'on va reparler de l'Europe justement ensemble. La semaine dernière, François Hollande à Nancy a dit c'est trop tard, c'est trop tard pour le candidat sortant. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, mais c'est jamais trop tard. Il y a une campagne qui se déroule. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Nicolas Sarkozy a un bilan qu'il faut et qu'il doit assumer. Bon. Or, il ne peut pas faire comme si... Il l'a assumé aujourd'hui, il a dit « j'ai appris ». Oui, mais il nous a déjà dit ça en 2007, j'ai changé. Je veux dire, en toutes circonstances... Aujourd'hui, il a dit « j'ai appris, j'ai compris ». Oui, voilà. Bon, c'est à peu près l'équivalent de « j'ai changé ». Donc, toujours les mêmes ficelles, toujours les mêmes manœuvres. Il y a quand même un côté lassant, permettez-moi. Enfin, je veux dire, et à la limite, vraiment, les Français doivent se poser cette question-là parce que Nicolas Sarkozy est somme toute un symbole de ce qui est devenu notre pays. En matière économique, c'est la même chose, si vous voulez. Ce que contestent les Français, ça n'est pas tant le fait qu'il existe des salaires importants dans l'entreprise. Ce qu'ils contestent, c'est la manière dont ces entreprises font du profit. C'est-à-dire en oubliant totalement l'aspect humain, en effectuant des licenciements boursiers d'une violence inimaginable. Donc, en toutes circonstances, ce sont les moyens maintenant qu'il faut analyser. Pourquoi avez-vous moqué la proposition de François Hollande de taxer à 75% les très hauts salaires ? Et je ne l'ai pas moqué, j'ai juste dit qu'on ne peut pas dire ça et en même temps aller dire aux responsables, enfin aux gens du showbiz et aux joueurs de foot que de toute façon on ne le mettra jamais en œuvre. Là aussi, il y a quand même il y a un problème de moyens. Je veux dire, il est allé envoyer, et je crois honnêtement M. Darmon, quand il le dit, il est allé envoyer un émissaire pour dire tout ça c'est un coup contre Nicolas Sarkozy, c'est un coup de campagne, c'est pas quelque chose que je ferais. Donc là encore, les moyens pour parvenir au résultat sont tout de même assez critiquables. Dans ce livre,
hein, que vous signez pour que vive la France, Marine Le Pen, qui est la présentation de votre campagne et de votre programme dans ses grandes lignes et de ce à quoi vous croyez. Vous parlez justement de cette opération morale que vous évoquiez tout à l'heure et vous dites la France attend une vaste opération main propre. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça consisterait en quoi une opération main propre? Alors d'abord, ça consiste effectivement à ce retour, je veux dire, à cette revalorisation des principes auxquels nous croyons et qui ont fait que la France est ce qu'elle est aujourd'hui, que la France a avancé sur le chemin du progrès, a avancé sur le chemin des relations sociales, parce que elle a banni un certain nombre de comportements. Elle les considérait mauvais, elle les considérait mal. Or, on a le sentiment que c'est beaucoup plus flou aujourd'hui. C'est la débrouille. Hein. L'important, c'est d'obtenir ce qu'on veut obtenir. Si on y arrive par des chemins détournés, y compris illégaux, tout le monde se dit, oh, bah, après tout, c'est un peu normal. Donc je crois qu'il faut revenir, parce que sinon nous allons régresser. Ça, c'est une première chose. Et puis deuxièmement, notre pays est complètement consumé par la corruption politique. Donc ça veut dire une purge, il faut nettoyer les écuries? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut nettoyer les écuries, mais alors, bien sûr. Qui visez-vous à travers ça? Je vise tous ceux qui ont mis en place ou défendu ou couvert des opérations de corruption généralisée de type quasiment mafieux. C'est le cas chez M. Guérini, mais pas seulement. C'est le cas, comme l'a révélé le livre Rose Mafia de M. Dallongeville, enfin comme l'a révélé, comme l'a confirmé M. Dallongeville, merci d'ailleurs, il a confirmé ce que nous avions dénoncé avec Steve Briouat dans le Nord-Pas-de-Calais depuis des années, c'est-à-dire une vaste entreprise de corruption où les politiques en cheville avec un certain nombre d'entreprises volent les Français, parce que la corruption, c'est du vol. Hein. Comment on nettoie? Avec la justice? Et volent, bien sûr, et volent les plus pauvres et les plus modestes. Ce qui, encore une fois, est tellement indigne. Eh bien, de cela, personne ne parle à M. Hollande. Il a été ce premier secrétaire pendant 11 années du Parti socialiste. Il ne pouvait pas, je l'affirme, ignorer ce qui se déroulait dans le Pas-de-Calais. Il n'en a jamais dit un mot. Il est venu soutenir la candidature de M. Dallongeville et personne ne lui demande des comptes sur cela. Et on fera quoi, mine de main, de s'apercevoir que... Mais la justice enquête déjà. En quoi seriez-vous différente? La justice enquête, monsieur, mais il a fallu combien de dénonciations de Marine Le Pen pour que la justice se mette à enquêter? Car je dis aujourd'hui que c'est grâce à notre action que M. Dallongeville a été mis en prison. Combien de tracts, combien de conférences de presse pour dénoncer ces méthodes mafieuses contre tout le monde, parce que l'UMP et le PS nous accusaient lorsque nous pointions du doigt ces dérives. Alors, il faut que les Français soient exigeants avec leur classe politique, d'accord? Parce que c'est aussi une fierté d'eux-mêmes qu'ils doivent retrouver. Et s'ils sont aussi compréhensifs à l'égard de ces comportements, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas une assez grande fierté de ce qu'ils sont individuellement, mais aussi de ce qu'ils sont en tant que peuple. On parle de l'Europe. Aujourd'hui, donc, Nicolas Sarkozy a appelé au renouveau de l'Europe, une Europe qui protège, et il a rappelé que lui-même avait contribué à sauver l'euro et l'Europe, et il a expliqué pourquoi. La vérité que je veux vous dire ce soir, c'est qu'en se battant pour les autres, contrairement à ce que disent ceux qui parlent si mal de la France, en se battant pour les autres, la France s'est battue pour elle-même. Voilà la réalité, la même politique. En dehors est la même politique. Dedans, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. En se battant pour les autres, la France s'est protégée. La France a résisté. La France n'a pas été emportée comme tant d'autres l'ont été, parce que la France a tenu. Voilà la vérité de ce que nous venons de vivre. La France est forte dans une Europe forte. Non, la France est forte, mais affaiblie par l'Europe. Elle est affaiblie par la dictature de l'Europe. Et cette dictature, Nicolas Sarkozy a contribué à la mettre en place. Et il a contribué à l'inscrire dans le marbre. Je rappelle, une fois de plus, que c'est les Français qui avaient raison lorsqu'ils ont refusé la Constitution européenne. Ils avaient bien vu les dangers de la Constitution européenne et le carcan que représentait cette Constitution européenne. Et pourtant, ils ont dit non par référendum, et Nicolas Sarkozy a fait voter cette Constitution européenne contre le gré des Français. Eh bien, vous voyez, là, le peuple était beaucoup plus sage que son dirigeant. Il est en train de négocier un traité dans le dos des Français en refusant
de passer par le référendum, ce que l'Irlande pourtant est en train d'organiser. En toutes circonstances, cet homme et les autres d'ailleurs, parce que M. Hollande partage exactement la même vue. Je suis assez contente qu'on se mette à parler de l'Europe. On va bien voir quelles sont comment dire, les similitudes incroyables entre le projet de Nicolas Sarkozy et le projet de François Hollande en matière européenne. Il a proposé tout à l'heure de menacer plus exactement de sortir de Schengen s'il n'y avait pas de réajustement. Il avait déjà demandé des rectifications à Schengen. Oui, il avait déjà promis cela aussi. Et moi, quand j'avais dit qu'il fallait suspendre Schengen, il me semble que l'ensemble des ministres étaient venus sur les plateaux de télévision dire que j'étais quelqu'un de dangereux, que la libre circulation, c'était le dogme absolu. Alors, encore une fois, je veux dire, est-ce que Nicolas Sarkozy est capable de nous préserver de la dictature de l'Europe? Est-ce qu'il est capable d'empêcher notre appauvrissement? Non, puisqu'il a contribué en réalité à nous mettre sous le pied de fer de l'Union européenne. Je vous signale tout de même que le mécanisme européen de stabilité et le traité qu'il est en train de faire voter va entraîner des sanctions automatiques pour la France. Nous allons encore payer des amendes, toujours plus d'amendes. Nous allons payer toujours plus pour la Grèce, dont on sait qu'elle ne nous remboursera jamais. Nous allons payer toujours plus pour le Portugal. Et nous ne pouvons plus supporter cela. Cette cure d'austérité qu'on nous a imposée, mais qui va être, s'ils sont élus, parce que c'est la grande surprise, la gueule de bois, s'ils sont élus, ça va être le lendemain de l'élection, où là ils vont dire on ne peut plus faire autrement, il faut qu'on mette en place le même plan d'austérité qu'en Italie, 60 milliards d'euros, qu'en Grèce, alors que le peuple grec est en train de retourner au Moyen-Âge. Alors, Marine Le Pen, vous proposez comme solution la sortie de l'euro en harmonie avec les partenaires européens, et vous écrivez même dans ce livre, en 6 à 8 mois, on devrait y parvenir, en concertation notamment avec l'Allemagne. Oui. Voilà, bon. Or, un économiste que vous aimez à citer, Jacques Sapir, qui en effet dit que la sortie de l'euro pourrait être une solution, dit mais ça, la façon dont le Front National aborde la question, c'est de l'amateurisme. En réalité, ça ne pourra jamais fonctionner de façon concertée. Ah, je ne crois pas qu'il ait dit ça. Si, il l'a dit. Non, il me semble avoir lu son dernier livre, qui est exactement, d'ailleurs, sur le sujet de l'euro. Ne dit pas cela. Sur les moyens de parvenir au retour aux monnaies nationales, d'ailleurs, on peut discuter. Il y a des économistes qui proposent de déprécier l'euro avant de retrouver nos monnaies nationales. Il y en a d'autres qui ne le proposent pas. Ça, si je puis me permettre, l'important, c'est de savoir pourquoi je veux retrouver nos monnaies nationales. Et si je veux retrouver nos monnaies nationales, c'est parce que je tiens l'euro pour responsable de l'effondrement de notre économie. Vous imaginez bien que s'il y avait une sortie brutale, sans concertation, ça va créer tout de suite un climat, une spéculation. Non mais monsieur, d'abord, excusez-moi, mais l'effondrement brutal, on n'en est pas préservé. J'ai une sortie brutale. Non mais on n'est pas préservé d'un effondrement brutal. On n'est pas préservé d'un pays qui se ferait demain jeter hors de la zone euro, parce que toutes les mesures ultralibérales qui sont mises en œuvre démontrent que, loin de sauver ces pays, ils sont en train de les tuer quand même. On a mis plus d'austérité, la Grèce a eu plus d'austérité, la Grèce va de moins en moins bien. Les Grecs vivent une situation de souffrance que je crois que les Français n'arrivent même pas à percevoir. Bon, les Italiens vivent une cure d'austérité, le ministre italien venant fondre en larmes parce qu'on doit baisser les retraites. Quand on a dépensé trop, mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas en sortir avec l'euro. Vous voyez, on ne peut pas en sortir avec l'euro, et on ne peut pas en sortir si on ne s'extrait pas du monopole des marchés financiers. La réalité, monsieur Majerolle, je le répéterai tout au long de cette campagne, nous avons versé depuis 1973 1400 milliards d'euros constants aux banques, aux instituts financiers, au travers des emprunts que nous avons faits. Nous avons 1700 milliards d'euros de dettes. Ça veut dire que si nous avions conservé la Banque de France, telle que nous l'avons connue tout au long des siècles d'ailleurs, qui puisse prêter au Trésor, nous aurions 300 milliards d'euros de dette en euros constants, c'est-à-dire une dette dérisoire. Madame Le Pen, se tourner vers la Banque de France pour qu'elle prête à 0% à l'État, on est bien d'accord? C'est ça votre proposition? C'est ça, c'est ce qui a existé pendant très longtemps. Oui, c'est ce qui consiste à faire marcher la planche à billets. La planche à billets, attendez, pardon. C'est de l'inflation. Moi, je suis d'une génération qui, en effet, a bénéficié de l'inflation. Donc, on pourrait dire, mais c'est très bien, c'est formidable, l'inflation. Sauf que la différence, c'est qu'on a bénéficié de l'inflation parce que les salaires étaient indexés sur l'inflation. Ce qui veut dire que ce que l'on empruntait, au bout de très rapidement, c'était du taux zéro. Est-ce que vous êtes prête, vous, pour compenser les effets de l'inflation sur les petits salaires
qui sont ruinés par l'inflation s'il n'y a pas l'indexation. Est-ce que vous êtes prête à dire qu'il y aura l'indexation des salaires? Mais je l'ai dit déjà, M. Mazerolle. Je me suis engagé sur l'échelle mobile des salaires à effectivement réindexer les salaires sur l'inflation, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Mais vous me dites l'inflation, mais ce que vous dites n'est pas tout à fait juste, parce que c'est pas automatique. Nous sommes dans une situation plutôt déflationniste et pas inflationniste. Et je vous signale... Non, le fait de créer de la monnaie, ça... Ben non. Eh bien non. Ça fait l'inflation. Eh bien non. Vous voyez, parce qu'entre décembre et aujourd'hui, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a fabriqué 1000 milliards de planches à billets. La BCE, vous admettrez avec moi que c'est une autre dimension que la simple Banque de France. 1000 milliards de planches à billets. Elle a la possibilité de récupérer des capitaux extérieurs. 1000 milliards de planches à billets. Il n'y a pas eu d'inflation supplémentaire. 1000 milliards dans le cadre d'ailleurs d'une opération de contournement des traités qu'ils nous ont eux-mêmes imposés, ce qui prouve quand même que ce sont des incompétents. Alors, attendez, parce que c'est important que les Français comprennent. 1000 milliards qu'ils prêtent aux banques à 1%. Aux banques à 1% pour que les banques nous reprêtent aux États à 3 ou 4%. Mais écoutez, est-ce que ça n'est pas un système dont le but exclusif est en réalité de capter l'argent des peuples pour le donner aux banques? Est-ce que ça va durer longtemps, cela? Parce qu'on se tourne vers la banque pour avoir un prêt. Oui, non, mais d'accord, mais pourquoi? Mais alors à ce moment-là, pourquoi la BCE ne prête pas directement aux États? Pourquoi passe-t-elle par les banques pour permettre aux banques, encore une fois, de se gaver d'intérêts, alors que nous nous serrons la ceinture, alors que les Français... Mais oui, mais permettez-moi, monsieur, les Français voient leur pouvoir d'achat s'effondrer. Ils font des efforts considérables qu'on leur impose. Il faut qu'ils comprennent qu'on leur demande des efforts pour que les banques puissent se gaver sur leur dos. C'est quand même important. La planche à billets, on l'a fait fonctionner en France jusqu'en 1973. Par exemple, après 1968, malgré la détermination du général de Gaulle, il a fallu dévaluer. Et puis, en 81... Il n'y a pas eu d'inflation, d'ailleurs. Après 81, nous avons connu... Là, il y a eu l'inflation. Nous avons connu 4 dévaluations, et je me souviens très bien, même un contrôle d'échange, où chaque Français, pour pouvoir partir à l'étranger, n'avait à sa disposition que l'équivalent aujourd'hui de 300 €. Voilà la situation à laquelle cela nous conduit. Mais monsieur, quelle est la situation à laquelle nous conduit les choix qui ont été faits aujourd'hui? Comprenez-moi bien que à chaque fois que je propose quelque chose, à chaque fois le système me répond c'est pas possible. Si vous écoutez les experts, non, je vous parle de l'expérience passée, ce qui s'est produit dans le passé, qui montre où on va. Rien n'est possible. Moi, ce que je remarque, c'est que l'euro, ça a été une expérience de 10 ans. Ça fait pas 2 siècles. Ça fait même pas 1 siècle, ça fait 10 ans qu'on a l'euro. Or, le bilan, c'est que c'est pas bon. Le bilan, c'est que la zone euro a eu la croissance la plus faible du monde depuis 10 ans. Le bilan, c'est les délocalisations. Le bilan, c'est le chômage de masse. Le bilan, c'est l'appauvrissement. Alors, peut-on revenir à une situation où nous maîtriserions notre monnaie comme le font, excusez-moi, 95% des pays du monde? À coup de dévaluation. Mais la Chine aussi, elle dévalue. Les États-Unis font des dévaluations compétitives. Ce que je veux dire, monsieur Mazerolle, c'est que est-ce que nous pouvons avoir raison seuls? Je veux dire, est-ce que si 95% des pays du monde ont leur monnaie et adaptent leur monnaie à leur économie pour permettre à leurs habitants d'avoir de l'emploi et de vivre dignement, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire? Est-ce que c'est extravagant? Non, ça n'est pas extravagant. Ce qui est sûr, monsieur Mazerolle, c'est que le sauvetage de l'euro, ça bénéficie à quelques-uns. C'est vrai. Ça bénéficie à quelques grandes institutions financières. Ça bénéficie à quelques grandes banques. Ça permet à quelques grandes banques qui ont joué avec notre argent au casino, gagnent quand elles gagnent et gagnent quand elles perdent. Voilà à quoi ça sert, le maintien de l'euro à tout prix. Ce prix, hélas, il pèse évidemment sur les plus faibles et les plus modestes. On va arriver à la fin de cette première séquence. Je voudrais poser une dernière question sur une autre proposition qui est dans votre programme, la hausse des salaires de 200 € jusqu'à 1500 €, en finançant cette hausse par une taxe de 3% sur les importations. C'est bien ça? Je ne me trompe pas? C'est exactement ça. Y compris des produits européens? Importation des produits européens? Y compris des produits européens, oui. Mais il n'y a pas de taxes aux frontières d'Europe, donc vous rétablissez les taxes alors? Ben oui, je rétablis la liberté. La frontière au niveau, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Europe. Non, mais j'avais cru comprendre, pardon, je me suis peut-être trompé, qu'il n'y avait pas de taxation dans votre idée, ou de rétablissement des frontières des importations en provenance de l'Union européenne. Non mais excusez-moi, permettez-moi. Vous vous trompez entre les droits de douane et la contribution sociale
à l'importation. Les droits de douane, c'est effectivement en fonction du niveau de dumping social, environnemental qui nous est fait. Il y a un certain nombre de pays avec lesquels nous n'aurons pas de droits de douane. La contribution sociale à l'importation, c'est une contribution sur tous les produits qui rentrent. Y compris européens, donc. Y compris européens. L'objectif, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est essentiel, parce que sinon, notre économie va s'étouffer. Ils vont accepter. Et l'intérêt, excusez-moi, permettez-moi, mais ou alors on n'est plus libre. Mais on n'est plus vraiment dans la concertation. Alors, monsieur, nous ne sommes plus libres. Alors nous ne sommes plus un peuple libre. Alors c'est pas la peine de se battre pour être président de la République. Parce que si à chaque fois que l'on propose quelque chose, on nous dit l'Europe ne veut pas, l'Europe interdit, l'Europe c'est pas possible. C'est la concertation avec des États voisins. Mais on peut le faire, mais ils ont d'ailleurs le droit de faire exactement la même chose, comme le font un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, comme le font, encore une fois, toute une série de pays qui protègent leurs frontières. Maîtriser notre frontière, rendre aux Français la maîtrise de leur pays. Est-ce que les Français ont le droit de décider qui entre et qui se maintient sur leur territoire? Moi, je dis oui. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les frontières sont grandes ouvertes. Est-ce qu'ils ont le droit de décider des taxes qui sont, ou des contributions qu'ils vont demander aux produits qui sont importés? Moi, je dis oui. Parce que je pense, monsieur Mazerolle, que le peuple français est le seul souverain légitime dans notre pays. Nous marquons une pause et puis ensuite, vous allez avoir l'interview de Christophe Onodibio, du Point. Sur d'autres sujets, bien sûr. Les 500 parrainages. Alors, je vous pose la question franchement, on peine à vous croire. Pourquoi? Si on fait les calculs, 500 parrainages, il y a 120 élus Front National, donc 120 signatures garanties. Il en manque 380. Il y a 47 000 élus qui peuvent donner les parrainages. On se dit, ils ne sont pas tous au PS ou à l'UMP quand même. Vous dénoncez un chantage qui est sur 47 000. Non, mais vous savez qu'il y a des conseils régionaux, il y a des conseils généraux, il y a des communautés de communes, et que souvent les maires de petites communes sont sous la pression. Consciemment ou inconsciemment, ils ont, c'est vrai, des craintes qu'on leur reproche, que leur subvention ceci, que leur subvention cela, et le nombre de maires courageux, c'est-à-dire prêts à prendre ce risque-là, eh bien, est de moins en moins important. Donc vous pouvez me croire, très honnêtement. Mais il est sans étiquette sur toutes ces petites communes. De toute façon, pour constituer une liste, il faut être sans étiquette. Oui, d'accord, monsieur, mais justement parce qu'ils ont sans étiquette, ils disent ah ben oui, mais comme ce parrainage est devenu dans l'esprit des gens une sorte de vote, moi j'ai été élu sans étiquette, et on va me dire qu'en réalité je suis Front National ou je sais pas quoi. On est au bout du système, je veux dire, chacun l'admet, ce système des parrainages est maintenant devenu un très mauvais système qui permet à M. Cheminade d'avoir ses parrainages sans difficulté, et moi qui m'oblige à une séquence qui est un véritable cauchemar. Justement, c'est ce qui nous surprend quand même, que quelqu'un comme M. Cheminade les obtenait pas vous. Mais oui, mais parce que M. Cheminade, personne ne le craint. Enfin, je veux dire, il fait 0%. Évidemment, quand vous avez la possibilité d'être au second tour, à la place donc d'un des deux qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans, il est sûr que là... Pourtant, ils le disent tous. Même M. Guéant dit il faut que Marine Le Pen ait ses signatures. Tout le monde dit, quand on les entend, ils disent il faut... Oui. Il faut qu'elle il n'y a qu'un malheur, si vous voulez, c'est qu'il y a ce qu'ils disent, effectivement, à la télévision, et puis il y a ce qui est répercuté sur le terrain, et c'est pas obligatoirement la même chose. Je peux vous dire en tout cas que si je suis candidate et si je les ai, on ne le devra qu'à nous-mêmes. Hein. Ça, alors là, c'est une certitude. Est-ce que c'est pas votre faute si vous ne les obtenez pas? J'explique. En janvier dernier, cette histoire de bal viennois avec Monsieur Graff, est-ce que c'est pas une erreur d'aller à ce bal avec un membre du parti d'extrême droite autrichien, juste quand on est dans la ligne droite pour obtenir les parrainages? Est-ce que c'est pas une erreur stratégique? Il n'y a juste pas un maire qui nous a parlé de ça. Oui, c'est peut-être la grande différence qui existe entre l'espèce d'élite médiatique auquel vous appartenez et la réalité des élus de terrain. Pourquoi l'élite médiatique? Parce que je vous dis, pour vous, c'est un sujet important. De journalistes, oui. Oui, de journalistes, on devrait le taire, on devrait pas le dire. Non, mais c'est pas le problème, c'est que d'ailleurs j'ai eu droit... On parle moins, c'est vrai, de la grande opération mafieuse du Nord-Pas-de-Calais à M. Hollande, qu'on me parle de ce bal avec un parti qui est un parti légal, qui est un parti reconnu par les instances européennes. Monsieur Graff dont vous parlez, il va au Conseil européen. Non, au Conseil de l'Europe. Oui, et ben et alors? C'est pas le même. Oui, mais d'accord, il y est. Oui, mais c'est pas le Conseil de l'Europe, n'est pas le Conseil européen. Il va au Conseil de l'Europe. Il est co-président de l'Assemblée nationale autrichienne. Le problème, c'est pas la légalité, c'est l'effet d'image pour des maires justement qui ont peur, vous disiez vous-même, qui peuvent avoir peur d'être sentis proches du FN, c'est ce que vous dites. Hein, Monsieur Onodibio, un maire ne nous a parlé de cela, pas un.
Ce sont des sujets de conversation de journalistes, monsieur Nodibio. Les Français, ils trouvent ça ahurissant, ce type de débat et de polémique. Eux, ils attendent des réponses. Et le moindre des respects, c'est d'ailleurs d'arrêter de polluer cette campagne avec des polémiques. C'est pas une polémique, je vous pose la question, c'est un fait. Mais si c'est une polémique, monsieur, ça fait un mois qu'il n'y a pas une seule émission où je vais où on ne me parle pas de cela. Bon, alors, est-ce que c'était une erreur ou non d'y aller, en fait? C'était ça ma question. Mais non, mais en disant, voilà, puisque vous pouvez penser... Non, mais vous pouvez penser justement qu'on va vous en parler. Je suis en train de vous expliquer que les Français s'en moquent. D'accord, très bien. Les Français se moquent de ça. Alors, ils veulent des réponses aux problèmes qui sont les leurs, à leurs préoccupations, à leur pouvoir, au pouvoir d'achat, au chômage, à l'angoisse de l'école, à l'angoisse de la disparition des services publics, à l'immigration, à l'insécurité. Très bien, alors si les Français se moquent de tout ça, pourquoi vous faites des polémiques en étant ultra procédurière? Votre père, Jean-Marie Le Pen, faisait déposer plainte une dizaine de fois par an. Vous, depuis que vous êtes présidente en janvier 2011, présidente du Front National, vous avez déposé une 50aine de plaintes. Est-ce que ça vous marginalise pas, ce côté procédurier? Finalement, les Français s'en moquent aussi. Vous devriez... Quand on est candidate à la présidence de la République, on doit la critique est possible. Pourquoi porter plainte à chaque fois? C'est pas la critique, là, monsieur. Vous savez qu'il y a des lois dans ce pays. Ça va peut-être pas durer d'ailleurs. Ça va pas échapper. Ça vous a pas échappé. On est dans un état de droit. Il y a des critiques et il y a des diffamations et des injures. Pourquoi je suis celle qui fait le plus de procès? Parce que ça vous a pas échappé non plus que je suis celle qui suis la plus injuriée et la plus diffamée. On se permet avec moi ce qu'on ne se permettrait avec aucun autre candidat. Aucun. Bon. Et donc, je fais respecter mon honneur, voyez-vous, car je suis attachée à mon honneur. Or, la diffamation, c'est l'imputation de faits contraires à l'honneur et à la considération. Vous savez bien que même au PS, même au moment des primaires, ils s'injuriaient aussi. C'est le fait de porter plainte à chaque fois. Non, monsieur, cette stratégie, 50 procès. Monsieur, des diffamations qui sont extrêmement graves sont prononcées contre moi. Moi, je défends mon honneur et ma considération et je saisis les tribunaux de la République. Mais je ne doute pas une demi-seconde, monsieur, que si un journaliste se faisait insulter comme j'ai été insulté dans cette campagne, je pense que l'ensemble de la profession se scandaliserait de cette situation. Or, je remarque que, encore une fois, quand il s'agit de moi, pas à ma question, somme toute, ça ne pose pas trop de problèmes. Alors non, monsieur, je n'entends pas me faire diffamer, parce qu'au-delà de moi, voyez... Accepter la critique, même l'injure, quand on est en campagne, il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais je m'arrête pas, je continue, monsieur. Bon, alors moi j'ai l'impression, Marine Le Pen, qu'il y a deux poids, je vous signale une chose, c'est que quand je défends mon honneur, je défends aussi l'honneur des millions de gens qui votent pour moi. Alors pourquoi, d'un côté, vous portez plainte ou vous dites que vous allez porter plainte, par exemple, contre ce livre, Bienvenue au Front, journal d'une infiltrée, le livre de Claire Tchekaglini, c'est un témoignage donc, qui raconte son expérience au sein du Front National, et d'un autre côté, quand les ouvrages, quand les livres ne vous gênent pas, par exemple Rose Mafia, vous venez encore d'en parler ce soir, vous en parlez à chacune de vos interventions télévisées, un livre qui dénonce donc de l'intérieur les manœuvres du Parti Socialiste Pas-de-Calais. Là, en revanche, vous faites la promotion de ces livres en le citant tout le temps. Donc d'un côté, quand ça vous gêne, vous portez plainte contre ces livres, monsieur, et de l'autre côté, vous en faites la promotion. Votre propos n'a pas de sens. Ah bon? Ouais, non, mais vraiment pas de sens. Parce que dans un cas, il s'agit d'un comportement déontologiquement condamné par votre charte, la charte de déontologie des journalistes, qui dit qu'on n'obtient pas d'informations en mentant sur son identité, etc., etc. Ça, c'est déontologiquement condamnable. L'affaire de M. d'Allongeville est une affaire très différente. C'est un livre de repenti. C'est-à-dire, c'est un homme qui a été au centre... Non, mais je vais en parler. C'est un homme qui a été au centre de la corruption. Oui, monsieur, parce que je me suis beaucoup battu, voyez-vous, à la différence d'Eva Joly, qui dit avoir combattu la corruption confortablement assise dans un fauteuil de juge d'instruction. Moi, je l'ai combattu sur le terrain avec Steve Briouat. Et c'était pas facile tous les jours lorsque l'on voit le niveau de corruption qui existe dans le Pas-de-Calais et qui effectivement inclut le Parti Socialiste. Bon, eh bien, il est un repenti. Il vient dire voilà ce que j'ai fait, mais moi, je veux pas tomber tout seul et je ne veux pas porter le chapeau pour les autres. Alors, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Ça n'a strictement rien à voir, les deux cas, entre ça et une petite journaliste. Est-ce que vous savez, vous dites une petite journaliste, vous savez que les plus grands journalistes, notamment Günther Wallraff, par exemple, allemand, journaliste allemand, les plus grandes enquêtes journalistiques. Et puisque
vous contestez ça, vous dites que je vous comprenez pas ma question. Nelly Bly en 1887, une journaliste américaine qui s'est infiltrée aussi dans un asile de fous, de femmes, grâce à cette enquête, grâce à ce travail. Monsieur. Pas du tout. Si, je vous remercie de la comparaison. Quelle comparaison? C'est l'une des plus grandes journalistes. Non, mais écoutez, grâce à cette enquête-là, le sort de ces femmes a été totalement changé. Le journaliste aussi. Pourquoi vous dites que c'est contraire à la déontologie des journalistes? Non, mais je vous réponds. Ça veut dire que vous ne connaissez pas votre charte. Je vous réponds. Vous connaissez votre charte, monsieur? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est interdit aux journalistes? Le journaliste, je viens de vous citer deux légendes du journalisme. Qu'est-ce qui est interdit aux journalistes? Vous dites de mentir. En quoi c'est mentir? Non. Qu'est-ce qui est interdit aux journalistes? Vous savez pas. Le problème, c'est que peut-être votre génération de journalistes, à la différence de la génération de M. Mazerolle, ne connaît pas les devoirs des journalistes, ne connaît pas les règles déontologiques qui sont les vôtres. Or, encore une fois, le journaliste ne peut pas procéder au mensonge pour obtenir des informations. Il ne peut pas se présenter sous une autre identité que la sienne. Et il ne s'agit pas ici de dénoncer un mouvement occulte, monsieur. Il s'agit de venir dans une fédération, une des 100 fédérations du Front National, qui est un parti parfaitement légal. Où vous-même, monsieur Onodibio, vous avez eu porte ouverte d'ailleurs quand vous suiviez le Front National. Mais bien sûr, je vous demandais juste pourquoi. Circonstances. Non mais parce que on peut peut-être passer. Oui, bien sûr, mais passons à autre chose si vous voulez. Et je peux vous dire, monsieur Onodibio, que beaucoup de vos confrères ont assez sévèrement taclé d'ailleurs ce livre en disant que ça ruine l'image de la presse. Exactement. Alors parlons de la culture, si ça vous gêne de parler de la presse. Vous écrivez dans votre programme la démocratisation culturelle est en panne. Pourquoi vous me dites que ça me gêne? Vous voulez qu'on reste là-dessus encore? Non, je ne comprends pas votre réflexion. Pourquoi vous me dites que ça me gêne? On ait quelques questions. Alors, non, mais pourquoi il dit que ça me gêne? Ça me gêne pas. Je sais pas. Vous me dites, vous commencez à m'attaquer. C'est vous qui avez l'air gêné, je trouve. J'ai pas l'air du tout gêné. Ah bon? Non, mais on peut connaître. Je vous vois sourire. Moi, je veux bien parler de déontologie de la presse. Ça me gêne pas du tout, bien au contraire, parce que je pense que les Français ne savent même pas qu'il existe une charte de déontologie. Allez, Christophe, qui est un écrivain, a une question à vous poser sur la culture. Sur la culture, oui, ça nous changera. Une véritable politique nationale doit relancer l'excellence et l'originalité de la création culturelle française. Dans le programme du Front National, les structures subventionnées devront prouver qu'elles touchent un public important. Alors je comprends pas, excellence, originalité. Est-ce que ça veut dire qu'un théâtre, par exemple, qui fait un super boulot, qui travaille sur l'originalité, sur l'excellence, et qui ne trouve pas immédiatement son public, on doit lui couper toute subvention? Écoutez, il y a un moment donné où c'est l'argent du contribuable dont on parle. Donc c'est toujours pareil. Il y a deux choix. Soit le choix du copinage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident que oh là là, mon Dieu, cette œuvre est extrêmement originale, il faut absolument la subventionner, et ils se servent de l'argent des contribuables pour subventionner quelque chose qui ne plairait à personne et qui n'aura aucun public. Soit on considère que l'objectif aussi de la culture, c'est de lui permettre de rencontrer son public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nonobstant le fait que moi je suis pour l'organisation, par exemple, de salons des indépendants, je pense que l'État a le devoir de permettre à des artistes qui justement n'ont pas de copains dans le showbiz, n'ont pas de copains dans les milieux culturels, n'ont pas de copains dans les ministères, de pouvoir rencontrer leur public. Grand salon des indépendants, chacun peut venir exposer ses œuvres pour se faire connaître du public. Ça, effectivement, ça doit être subventionné. Mais il est évident qu'il faut aussi tenir compte que les associations culturelles qui sont subventionnées doivent aussi avoir des membres, si vous voulez. Moi, je vois trop d'associations soi-disant culturelles dont je m'aperçois qu'il y a le dirigeant, sa femme, sa fille, son fils et son copain, et qui en réalité n'ont aucun membre, aucune personne n'est adhérente de l'association. Donc je pense qu'il faut être un tout petit peu plus exigeant, parce qu'encore une fois, l'argent est de plus en plus précieux. Mais ça n'a rien à voir, monsieur. Oui, mais moi, non, ça n'a rien à voir. Quand on vous pose la question, ça n'a jamais rien à voir. Je vous donne un chiffre. La Comédie Française, qui fait rayonner les textes dont vous parlez. Moi, j'ai été élu à la tête du Front National. Non, bien sûr, permettez-moi, voilà. 320 000... Et je suis candidate à l'élection présidentielle. Et il y a entre 15 et 20% des gens qui s'apprêtent à voter pour moi, monsieur Onodibio. Je pense donc que j'ai une certaine légitimité. Et il nous reste 5 minutes. Voilà. 320 000 spectateurs à la Comédie Française, qui fait rayonner donc les grands textes qui correspondent à cette définition de la culture inséparable de l'histoire du rayonnement de la France. 320 000 sur une année. Les experts sur TF1 font 7 millions à chaque épisode. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On ferme la Comédie Française, 300 000. C'est dérisoire par rapport au goût des Français, si vous en êtes à parler de quantité. Ou est-ce qu'on met les experts à la Comédie Française?
Il faudrait considérer que les experts, c'est de la culture. Déjà, excusez-moi, mais... vous parlez de quantité, on va Marine Le peut-être Pen. avoir- Vous parlez de quantité, on va vous me peut-être parlez... avoir une Là, divergence. vous me demandez, là, vous parlez de divergence sur ce que, la nature de la culture. Mais c'est vous, c'est pas moi qui l'invente, vous parlez de quantité, Mais non, mais de monsieur, public important. Non, monsieur, je vous explique que je pense que les subventions accordées aux associations doivent l'être en tenant compte du fait que ces associations rencontrent un public. Voilà. Si l'association ne rencontre pas de public, il n'est pas légitime de leur adresser des subventions. Ça veut donc dire que c'est du copinage. Or, je crois que le copinage est une des sources de gaspillage majeur, notamment dans les conseils régionaux où des centaines de millions sont versés chaque année à des associations diverses et variées qui relèvent plus du clientélisme, s'il faut bien le dire, que de l'impérieuse nécessité du développement culturel. Quand vous dites qu'on doit correspondre aux attentes du public français, qui définit les attentes du public français dans ce domaine culturel ? Qui définit les subventions si c'est pas le public ? Oui, mais qui définit les attentes? Les spectacles doivent être montés dans les attentes du public français. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que encore une fois, monsieur, ça fait très culture d'État? Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, qui décide? Mais il y a les copains. Bah oui, mais il faut bien que quelqu'un décide, si vous voulez, c'est tout le problème. Qui va décider? Il y a des structures, il y a des conseils régionaux, il faut faire entrer d'ailleurs le public dans un certain nombre de conseils d'administration, d'associations culturelles, parce qu'ils ont leur mot à dire, parce que le public aussi doit être entendu, doit être écouté. Il y a parfaitement moyen, croyez-moi, de continuer à développer la culture. La culture s'est d'ailleurs beaucoup développée avec l'exception culturelle française. J'ai eu l'occasion d'en discuter sur un autre plateau avec M. Manoukian. L'exception culturelle française, c'est le pendant en matière de culture de la préférence nationale, que je veux mettre en place pour tout le monde. Bon, je remarque que les artistes étaient très heureux que l'on mette en place l'exception culturelle française. Donc pourquoi eux et pas les autres? Ça, c'est encore une question que l'on peut éventuellement se poser. Ça a sauvé la production française. Sinon, nous aurions été balayés par la production anglo-saxonne, et nous le savons. Donc, faisons cela, continuons pour la culture, mais faisons-le aussi, permettez-moi, pour l'industrie, faisons-le pour le commerce, faisons-le pour l'agriculture, faisons-le pour la pêche, faisons-le pour tous ceux qui méritent aussi, parce qu'ils sont français, de voir les débouchés de leur production être privilégiés par rapport à d'autres. Sur l'éducation, vous êtes pour l'installation de portiques de détection de métaux à l'entrée des établissements pour lutter contre l'insécurité. Est-ce qu'on va jusqu'à fouiller les élèves? Ah, si c'est nécessaire dans un certain nombre de lycées, oui, bien sûr. Et qui on met derrière les portiques de sécurité si ça sonne? Je pense qu'il faut mettre des policiers. Moi, je suis pas pour le privé en l'occurrence, mais je pense qu'il faut se donner les moyens. Faut arrêter l'angélisme et se donner les moyens dans des lycées qui sont vraiment effectivement minés par l'insécurité, d'assurer la sécurité des gamins qui sont à l'intérieur. C'est une des mesures. Enfin, je veux dire, bien sûr. Je crois, de manière plus générale, Monsieur Nodibio. En matière d'école, je crois qu'il faut surtout rétablir l'autorité. Vous voyez, quand j'entends M. Hollande dire qu'il faut 60 000 professeurs supplémentaires, c'est bien, mais si c'est 60 000 profs dépressifs, ça n'a absolument aucun intérêt. Les professeurs réclament pas tant plus de professeurs, ils réclament que leurs conditions de travail soient meilleures, et pour que leurs conditions de travail soient meilleures, il faut rétablir l'autorité à l'école, mais il faut aussi que la société accepte l'autorité de l'école, parce qu'aujourd'hui l'autorité de l'école est de plus en plus contestée par la société. Et ça a une conséquence, ça, Monsieur Nodibio, c'est que de plus en plus de gens se tournent vers l'école privée, parce que dans les écoles privées, il est dit qu'il y aurait plus de structures. Il n'y a pas de portique et de policiers. Et plus d'autorité dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Or, moi, je suis défenseur de l'école publique. Et je veux l'excellence aussi pour l'école publique. Pas seulement pour l'école privée, tout simplement parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans l'école privée. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, comme M. Hollande, les moyens de contourner la carte scolaire pour leurs propres enfants. Alors il y a une dernière petite question sur l'immigration, une phrase que j'ai aussi lue dans votre programme. Les manifestations de clandestins ou de soutien aux clandestins seront interdites. La dictature birmane, donc en Birmanie, en Rangoon, vient d'autoriser le droit de manifester. Et vous le supprimeriez, puisque la manifestation de soutien pour les clandestins serait interdite. Monsieur, je ne supprime pas l'autorisation de manifester. Vous voyez que vous êtes dans l'excès et la caricature. Je suis pour la liberté de manifestation. Mais mais pas pour soutenir les clandestins. Monsieur, la clandestinité est un délit. Oui, mais ceux qui soutiennent... Mais la manifestation de soutien... Monsieur, la clandestinité est un délit. Je suis donc pour couper toutes les subventions aux associations qui soutiennent des délinquants,
parce que entrer et se maintenir illégalement sur le territoire français, c'est violer la loi française et faire preuve donc d'un irrespect total à l'égard de l'état de droit et à l'égard des Français qui sont dépositaires de ces lois. Donc je crois qu'il faut maintenant sévir à l'égard de la clandestinité, parce que tout ce qui est accordé aux clandestins est retiré à un certain nombre de Français modestes. Merci Christophe. Fin de cette séquence et on va marquer une pause pour le journal de 19h. Puis ensuite, on parlera d'autres aspects de votre programme à travers votre personnalité politique. À tout à l'heure, Madame Le Pen.